Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'exploration des menus du vidéoprojecteur Sony VPL VW290ES. Alors nous avons utilisé le vidéoprojecteur dans sa version sortie du carton, donc sans aucun paramétrage, donc ça va nous permettre d'explorer les différents menus avec les paramètres d'origine. On va rentrer. Et on n'est vraiment pas dépaysé puisque depuis des années Sony présente toujours les mêmes menus pour leur vidéoprojecteur avec des presets ici que l'on peut sélectionner. Donc ils sont assez nombreux et il y a des appellations donc, qui sont différentes. Donc on pourra attribuer les presets à certains types d'usages, mais on peut remettre tous les paramètres que l'on veut dans chaque preset. Donc en fait on peut transformer par exemple là on est sur Cinéma Film 1 en référence ou en Bright TV, enfin comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. On ne pourra juste pas changer les noms, mais on peut changer tous les paramètres. Ça va pas changer. Donc dans cette page-là, on a accès aux paramètres images principaux, donc avec un reset, donc pour remettre les paramètres par défaut. Le fameux Reality Creation, avec ici des paramètres que l'on connaît déjà. Donc un paramètre de résolution donc pour augmenter les détails, un filtrage de bruit donc pour atténuer la hausse du bruit lorsqu'on augmente les détails. Et quand on change le mode d'affichage de la source, on n'a pas accès exactement aux mêmes paramètres. Alors je vais vous montrer ça. Donc là j'ai paramétré le lecteur pour qu'il sorte en 1080p 24, donc comme si on lisait un film. Et on voit qu'il y a un nouveau paramètre qui apparaît, qui s'appelle Database. Quand on va dessus, on voit qu'il y a une sélection normale et Mastered in 4K. Alors l'option Mastered in 4K, donc, qui est une option spéciale, elle est dédiée à un certain nombre de films qui avaient été faits par Sony à une époque, à partir d'un Master 4K. Donc des Blu-ray très spéciaux, donc qui reste du 1080p, donc c'est pas l'Ultra HD encore. Et toute la colorimétrie, la netteté du film, enfin l'ensemble de son mastering sur le Blu-ray correspondait à ce profil spécial Mastered in 4K. Donc c'est devenu aujourd'hui anecdotique parce que la liste de films n'a pas changé depuis des années. Mais Sony, c'est quand même sympa qu'ils aient pensé à ça à l'époque pour qu'on ait un avant-goût de ce que l'Ultra HD, le 4K pouvait donner sur un vidéoprojecteur avant même que les disques Blu-ray Ultra HD n'existent. Mais bon, ça reste aujourd'hui quelque chose qui ne va pas vraiment servir. Alors, le Cinema Black Pro, c'est la gestion de la luminosité de la lampe. Vu qu'on est sur un vidéoprojecteur à lampe, on a deux positions de la lampe. Alors, on va commencer par montrer ça. Donc la position basse c'est la position haute. Ça c'est assez traditionnel sur les vidéoprojecteurs en lampe. Pas de grande surprise. Et le contrast enhancer, qui est un processing dynamique qui permet d'améliorer le rendu du contraste. Avec donc 4 positions, donc off, bas, medium et haut. High ici puisqu'on est en anglais, donc c'est un processing qui va gérer le rendu du contraste. Le Motion Flow, donc c'est le fluidificateur fait par Sony. Ici, il n'y a plus que 3 positions. On a donc le True Cinema qui est un rendu très cinématographique, donc basé sur les séquences de trame en 24 images secondes. Le Smooth Flow et le Smooth High, qui sont eux les deux processings de fluidification. Alors sur le VPL VW290ES, ce processing là a été simplifié puisque sur les autres modèles de la gamme on trouve d'autres positions, donc d'autres modes. Bon, il faut bien avouer que le 290 étant l'entrée de gamme, il y a des choses qui ont été supprimées. Ensuite on a accès aux différents réglages traditionnels, contraste, luminosité, couleur, les températures de couleur, on va aller voir ça c'est intéressant puisque ça va nous permettre de sélectionner la température de couleur, ça va donner la tonalité générale de l'image. On a des présélections, on a des modes customisés, mais les modes customisés sont en fait des duplications
des modes qui sont déjà en mémoire. Donc ça veut dire que si on veut faire un calibrage D65, on pourra refaire aussi un calibrage à partir de D65, mais sur la mémoire custom qui correspond. Pour le HDR par exemple, puisqu'avec le nivellement du tone mapping, donc des transferts de luminance, le rendu de D65 réglé sur du SDR aura pas le même aspect, donc on peut avoir une autre mémoire et faire un réglage D65 précis. Qu'est-ce qu'on trouve pour régler les températures de couleur? C'est toujours la même chose, on a le gain et le bias sur les composantes primaires, donc rouge, vert et bleu. Le réglage de sharpness, hein, donc qui vient compléter le reality creation, puisque c'est un réglage de netteté plus traditionnel, parce que le reality creation, lui, travaille sur des choses qui sont nettement plus précises au niveau des détails. On va rentrer dans ce qu'ils appellent les réglages experts, mais c'est simplement une continuité des différentes possibilités de correction colorimétrique et d'image offertes par les vidéoprojecteurs Sony. Donc on a les réglages de réduction de bruit. Hein, ça c'est là depuis très longtemps, hein, avec un mode automatique pour la réduction du bruit, trois niveaux différents et un mode off. À utiliser évidemment ce genre de processing uniquement s'il y a du bruit dans l'image. Donc c'est des vieux enregistrements, des enregistrements compressés. On retrouve la même chose mais dédié au bruit MPEG. Donc le mosquito nose, en général, hein, c'était ça l'artefact de bruit qu'on trouvait sur les vidéos qui étaient compressées en MPEG, sur les DVD, sur certains Blu-ray, sur certains TV 7 box aussi, hein, donc des box TV d'ancienne génération, ou de la DVHS au format défiateur, qui était enregistré en MPEG 2. Haute résolution certes, mais on avait encore une relique des différents artefacts de bruit qu'on pouvait avoir à cause de la nature de la compression MPEG. Alors, le smooth gradation, lui, c'est un algorithme qui permet de lisser les transitions au niveau de l'image. C'est-à-dire que quand on a de la postérisation, ce qu'on appelle le bending, ça permet de l'amoindrir. Alors c'est très bien parce que du coup on n'a plus cet effet de postérisation dans les ciels par exemple, ça peut arriver, mais ça flouche légèrement l'image. Donc on n'a rien sans rien malheureusement. Bon, il y a trois positions, donc ça permet de niveler les choses assez correctement. Suivant ce qu'on regarde, ça peut être intéressant de s'en servir. La correction de gamma, donc on a des gammas qui sont présélectionnés, qui sont normalisés, qu'on connaît, hein, donc 1.8, 2, 1, 2, 4, 2.6. Donc ça sont des presets gamma relativement usuels. Et puis des gammas spécifiques par Sony, donc ce qu'ils appellent le gamma 7, 8, 9 et 10, qui correspondent en fait à des gammas assez particuliers qui peuvent avoir une utilité sur certains types de programmes. Donc, en général, moi personnellement, je ne m'en sers pas, mais ça a le mérite d'être là. Par contre, si on a besoin de faire une correction précise des gammas, on voit qu'il n'y a qu'une sélection, on ne peut pas rentrer dans des paramètres de correction. Il faudra utiliser le logiciel de calibrage professionnel Sony, qui est réservé donc aux calibreurs pro, aux intégrateurs, aux services après-vente. Mais bon, en tant qu'utilisateur confirmé, on peut faire une demande auprès de son vendeur qui fera normalement le nécessaire auprès de Sony. Il faut se montrer convaincant et on peut obtenir un logiciel qui permet de faire des réglages très précis sur les gammas. La correction des couleurs, donc ça c'est l'activation du CMS. C'est un CMS, un des luttes traditionnelles. Donc on choisit la couleur et on peut faire une correction sur la teinte, la saturation ou la luminance. Donc on a accès aux trois primaires et aux trois secondaires. Le clear white, le clear white, ça c'est un petit algorithme qui peut être utile, donc qui permet de rendre les blancs plus lisibles. Par contre attention, quand on s'en sert, il a tendance à rendre l'image bleue. On change vraiment la température de couleur, donc il faut avoir conscience de ça, s'en servir si c'est vraiment nécessaire. Normalement sur un Blu-ray, sur un DVD ou sur un Blu-ray Ultra HD, ça ne servira pas. Même sur une réception Netflix, Amazon Prime Haute, normalement on ne devrait pas en avoir besoin. Alors peut-être sur des vidéos dans lesquelles les blancs sont trop intenses et manquent de lisibilité, ça peut servir. Mais
C'est vraiment rare et on va dire un algorithme qui est là, mais bon, on s'en servira pas de préférence. L'XD Color, ça c'est quelque chose d'assez empirique hein, qui vient rajouter la gestion dans l'espace de couleur. C'est pas compatible avec tout, donc on s'en servira ou on s'en servira pas, puisque par défaut de toute façon c'est sur off, donc ce n'est pas sans raison. Les espaces de couleurs, hein, donc on retrouve les espaces de couleurs normalisés. Donc le 709 pour donc tout ce qui est SDR hein, en définitive. Le BT2020 qui correspond à l'espace de couleurs utilisé sur les bureaux Ultra HD et l'Ultra HD d'une manière générale. Et des espaces de couleurs, on va dire spécifiques chez Sony. Hein, on a le Space 1, Space 2, Space 3, qui permettent de... Alors il faudra que je vérifie en calibrage. Celui qui permet éventuellement de créer un espace DCI. Parce que ça, en général, on peut le faire chez Sony, mais ça n'apparaît pas. Il faut juste trouver l'espace qui permet de le faire et puis le calibrer en conséquence. Ça permet d'avoir des alternatives intermédiaires en fait entre différents espaces de couleurs pour avoir un usage plus polyvalent des profils. Hein, on a des espaces qui se situent entre le DCI et le 709. Donc au niveau de la chaîne de production des films, ça permet d'être sur un univers, on va dire, médian entre la conversion 709 et l'origine DCI s'il y a eu à un moment donné du DCI dans la chaîne de prod et si on devrait pouvoir retrouver l'espace de couleur originel du film tel qu'il a été projeté dans la salle de cinéma. Il y a certains espaces intermédiaires, donc Space 1, Space 2, Space 3 à trouver, qui permettent d'être entre les deux. Donc on a un compromis qui marche pas mal. Et pour tous ces espaces, en fait, on peut rentrer dans un éditeur. Donc on a accès à les primaires et un réglage donc, qui permet d'étendre les espaces colorimétriques. Donc les corriger le cas échéant, donc s'ils sont légèrement trop grands, trop petits, ou les repositionner, ou à partir d'un espace customisé, donc 1, 2, 3, créer un espace personnel. Donc, pourquoi pas. Alors ça, c'est le processing qui permet de réduire le lag en entrée, donc avec simplement 2 positions, on et off. Quand on le met sur on, on perd pas mal de processing. En fait, le vidéoprojecteur va supprimer tout ce qui risque de créer du lag, donc qui défavorise le mode jeu, puisque dans les jeux, en fait, ce qu'il faut, c'est une très bonne réactivité à la manette. Donc quand on appuie sur le bouton de la manette ou quand on joue avec les petits sticks, il faut que sur le jeu, les réactions soient instantanées. Et ça, quand il y a beaucoup de lag, ça devient problématique, surtout sur des jeux comme des FPS ou des jeux où il faut avoir d'excellents réflexes. Donc ce mode-là permet en fait de supprimer tous les processing du vidéoprojecteur qui rajoutent de la latence, donc ils sont gourmands en fait en puissance de calcul, et donc qui améliore l'image mais qui crée donc du délai. Donc là, avec ce mode-là, on perd toutes ces fonctionnalités-là, mais ça favorise le jeu. Alors si on passe sur un affichage Ultra HD, on va avoir d'autres fonctions. Alors, je vais passer en Ultra HD, je vais vous montrer ça. Donc je suis passé en Ultra HD et j'ai un nouveau menu qui apparaît. Donc le menu qu'on voit ici, le menu HDR, qui par défaut est en automatique, donc, puisque le vidéoprojecteur lui va se conditionner par rapport au type de signaux qu'il reçoit, donc pour permettre d'avoir un usage plus facile et plus optimisé. En sachant qu'aujourd'hui avec les vidéoprojecteurs Sony, chaque preset a des mémoires indépendantes. Donc il y a une mémoire indépendante quand on rentre en SDR, il y a une autre mémoire donc, qui remet tous les paramètres par défaut et donc qui permet de faire des ajustements spécifiques pour cet autre mode donc en HDR, et une troisième mémoire quand on rentre en 3D, donc quand on regarde de la 3D. Et donc là, je valide en fait la possibilité d'avoir du HDR, hein, donc on est toujours sur la mémoire SDR, donc ça active le menu HDR. On peut régler le HDR, on peut le régler, le forcer, le régler manuellement. On a accès à trois possibilités. Hein, le HDR10, qui est un mode HDR dans les vidéoprojecteurs Sony, qui est idéal pour tous les films qui sont dans un contexte HDR avec des luminances très élevées.
donc du max CLL jusqu'à 4000 nits, puisqu'aujourd'hui c'est plus ou moins la norme qui a été stabilisée. Il faudra ensuite faire quelques réglages, on va mettre du HDR par la suite pour vous montrer ce qui apparaît. Le mode HDR référence qui lui est optimisé pour les films qui ont un max CLL qui va jusqu'à 1000 nits. Et donc ça permet de conserver toute la puissance lumineuse, donc d'alléger le tone mapping dans le vidéoprojecteur et dans le contexte de ces films-là. On peut aujourd'hui différencier vraiment deux catégories de films, les films qui tournent autour de 4000 nits et les films qui tournent autour de 1000 nits. Et le HLG, donc, qui est pour tout ce qui est transmission HDR broadcast, bien qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se fait sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, l'Apple TV+, enfin tous les services en ligne de streaming de qualité, on a du Dolby Vision ou du HDR10. Donc le HLG, aujourd'hui, je ne sais pas trop où il sera appliqué, mais peut-être les caméscopes. Donc quand vous faites des films de vacances, vous avez cette possibilité-là. Alors, ce qui a changé depuis quelques années sur les vidéoprojecteurs Sony, ça date d'une mise à jour qui avait été faite sur le VPL VW760 et le VPL VW5000ES. Quand on a un signal HDR qui rentre, on peut sélectionner le mode automatique. Donc de quelle manière le HDR fonctionne et sur quel profil il bascule automatiquement. Donc on peut choisir entre HDR10 ou HLG, donc il y a une identification automatique qui se fait entre les deux, ou le HDR référence et HLG si c'est du HLG qui rentre. Alors c'est intéressant parce qu'avant le mode automatique basculait forcément sur HDR10, ce qui ne correspondait pas forcément à l'étalonnage du film. Je vais continuer ma petite exploration. On mettra ensuite un film HDR pour voir ce qui se passe. Et un film en 3D aussi pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui disparaît et les choses qui reviennent. Alors, petite précision avant de sortir d'ici, puisque c'est quelque chose qui est commun en fait à tous les modes. Je vais réenclencher le mode jeu. Donc je vais enclencher le réducteur de latence. Après je vais l'enlever à nouveau. Je vous montre juste que en fait, Motion Flow disparaît. On n'a plus accès au Motion Flow, puisque le mode qui était commun aux différents types de fonctionnement du vidéoprojecteur Impulse, donc qui était encore valable avec l'input lag donc enclenché, il n'apparaît plus dans le mode Motion Flow, donc forcément l'option Motion Flow disparaît. Donc quand on est en mode jeu. Donc c'est pas un grand mal, puisque Impulse ne servait pas à grand chose en définitive. Donc en plus des autres petites choses qui disparaissent, bon, c'est pas fondamentalement grave. Donc dans les autres menus, ici on a toujours la même gestion des différents aspects. Donc c'est les différents ratios donc, qui permettent d'exploiter la matrice intégralement, donc si on se met en zoom de 35. Alors c'est pas un affichage véritablement de 35, mais ça exploite les matrices qui elles ont un format un peu spécial, c'est pas du 16 neuvième, c'est du 17 neuvième. Donc on exploite davantage de la surface émissive donc sur les matrices, donc tous les pixels de la matrice, voilà on va dire ça comme ça, quand on est en mode de 35. Après bon, on trouve d'autres modes traditionnels. Les levées stretch et les squeeze, ça sont des modes qui permettent en fait d'exploiter des lentilles anamorphiques. Donc si on a un écran par contre qui est en 2.35 et qu'on veut exploiter l'intégralité des matrices et qu'on dispose donc d'un prisme ou d'une lentille amorphosante, ça sont des choses très haut de gamme mais qui se font encore malgré les différentes possibilités offertes par les vidéoprojecteurs aujourd'hui. On n'aurait plus vraiment besoin, mais bon, il y a encore ces modes-là qui permettent d'utiliser ces lentilles. Le blanking, bon ça c'est les modes masking, c'est donc sont des barres noires. Quand on va dessus, on voit qu'il y a différents réglages. Donc ça permet de positionner des barres noires. Donc c'est si on a un affichage sur un écran 2.35 par exemple, on va donc rajouter
des masques numériques donc, sur l'affichage, donc sur l'image. Ça permet de supprimer les parties de l'image qui sortent de l'écran, en tout cas de les masquer, donc elles sont affichées en noir. Bon, là on a pas mal de réglages donc, qui permettent d'avoir la sélection de la langue, puisqu'il y a de nombreuses langues sélectionnables sur les vidéoprojecteurs Sony, on peut le voir là. Bon, il y a du français, moi j'ai mis en anglais, mais on a du français, donc je vous rassure. La position du menu qui peut être modifiée, donc il y a deux positions par défaut donc, sur ce vidéoprojecteur. Le mode altitude, donc ça module le mode de fonctionnement du vidéoprojecteur suivant si on se trouve à haute altitude, donc ça permet de le faire fonctionner plus correctement. Puis bon, il y a d'autres options donc, qui permettent d'activer le contrôle par IP, donc via le réseau, les modes qui permettent de gérer les économies d'énergie, et donc par mal, quelques autres petits paramètres. La gestion des entrées HDMI, donc là la sélection de la plage de dynamique, il y a 3 modes. Donc le mode automatique qui va commuter par rapport au type de signal en entrée, le mode limité qui est en fait le mode vidéo et le mode full qui correspond au mode informatique. Donc il y a un réglage indépendant par entrée HDMI. Alors ça c'est le type de signal, donc en fait ça valide simplement en mode, il y a deux modes, donc le mode unsaid c'est uniquement pour dire qu'on est en HDMI 2.0 au niveau de la HDCP et au niveau de la bande passante, et le mode standard c'est un mode dégradé donc qui permet de revenir sur des compatibilités HDMI en .4. Donc aussi bien sur la bande passante que sur l'HDCP. Donc ça peut être utile parfois quand on a des incompatibilités entre les appareils, les sources et le vidéoprojecteur. L'activation des murs de test, on peut verrouiller les réglages. Donc ça c'est pour les intégrateurs pour éviter que l'utilisateur final fasse des modifications. Ou dans un magasin par exemple pour éviter que les clients prennent la télécommande et s'amusent à changer les paramètres. Alors d'autres ajustements, l'image flip c'est pour régler la position de l'image par rapport à la position du vidéoprojecteur. Donc suivant si le vidéoprojecteur est sur une potence ou s'il est à plat, s'il est en face derrière l'écran, donc on a en fait diverses possibilités. Pour le lens control, pareil, c'est une option qui permet de conserver les réglages de la lentille, donc de l'optique, donc tout ce qui est zoom, ce qui est focus et autres. On peut le verrouiller, donc pour éviter pareil que des gens fassent des bêtises avec la télécommande. Alors ça c'est les réglages de ratio par rapport aux lentilles anamorphiques, puisque le ratio n'est pas toujours le même, donc on dispose au moins de deux possibilités. Les triggers, donc ça c'est pour activer la fonctionnalité des triggers. Les triggers, c'est les petites prises au format jack qui peuvent enclencher certaines choses, donc qui seront ici activées suivant ce qu'on fait avec le vidéoprojecteur. Donc power, c'est si on allume le vidéoprojecteur, le trigger s'active et va donc piloter par exemple un écran motorisé. Le V-stretch et le 2.35 zoom, eh ben ça peut être par rapport à la présence d'une lentille. Parce que souvent, aux États-Unis, les lentilles et les prismes anamorphiques sont sur des rails, donc ils sont motorisés, donc ils ne sont pas toujours là en place. Donc l'idée, c'est de dire, quand j'appuie sur la télécommande V-stretch par exemple, j'en ai besoin pour la lentille. En même temps, ça envoie un signal par la jack qui va dire au moteur de la lentille de mettre la lentille en place, donc on n'a pas besoin de se soucier de ça, en fait c'est des automatismes. Et le zoom de 35, c'est éventuellement si on a un écran avec des masques motorisés. Ça peut aussi piloter les masques. Donc c'est une simplification en fait d'une intégration domotique complète. On peut sélectionner aussi quel récepteur infrarouge est en fonction. Si on a celui de devant et celui de derrière, ou seulement celui de devant, ou seulement celui de derrière. Donc ça c'est pour éviter d'éventuelles interférences. Bon, l'ajustement des panneaux, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a deux réglages, c'est soit un réglage complet, soit c'est un réglage par zone.
On sélectionne ensuite la couleur qu'on veut corriger, donc soit le rouge, soit le bleu, pas la peine d'intégrer le vert, puisque de toute façon, si on corrige les convergences, ce sera toujours deux couleurs primaires par rapport à une, parce qu'on ne va pas jouer sur les trois, ça sert à rien, le vert sert de référence. Et ensuite le choix de la mire de test en fait, qui va permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure visualisation de ce qu'il faut faire au niveau des ajustements. C'est assez complet, mais ça c'est là depuis très longtemps sur les vidéoprojecteurs Sony. Donc les réglages des paramètres réseau, donc, qui vont me permettre d'interfacer le vidéoprojecteur sur le réseau, donc soit pour entrer dans des commandes du vidéoprojecteur, soit pour utiliser le logiciel de calibrage Sony, et donc le menu info. Donc le menu info traditionnel dans lequel on a le modèle du vidéoprojecteur qui apparaît, son numéro de série, le signal vidéo rentrant, les informations basiques qu'on a habituellement, alors qui vont être modulées, hein, suivant si on reçoit du HDR, peut-être de la 3D aussi, on va voir. Donc ça nous permet d'avoir des informations qui sont relatives aussi au signal rentrant. Le mode de couleur utilisé, la version du firmware aussi évidemment, puisque là ça peut être utile de savoir où on en est, et le décompte d'utilisation de la lampe. On voit que le vidéoprojecteur que vous nous envoyez pour ce test HCFR en fait a très peu servi. Alors là maintenant on va mettre un film en HDR, ensuite un film en 3D, et on va voir ce qui se passe dans les menus, puisqu'il y a des choses qui changent. Donc là on a mis un film en HDR. Alors on voit qu'il y a des choses qui changent dans le menu. L'appellation du preset par exemple a changé. Elle note HDR, donc on voit qu'on est dans une mémoire qui est différente. Et d'ailleurs il y a des présélections qui ont changé de valeur et qui ont changé d'appellation. Alors quand on va dans le Cinema Black Pro, on se rend compte que la gestion dynamique de contraste a changé de nom. C'est devenu Dynamic HDR Enhancer. Donc ça, en fait, c'est un processing qui permet d'améliorer le rendu du HDR sur les vidéoprojecteurs Sony. Alors attention, c'est pas un DTM, hein, c'est une amélioration de contraste, mais spécifique au HDR. Donc il y a une mémoire qui est différente, hein, par rapport à ce qui est fait à ce niveau-là sur le SDR, mais il y a un mode de fonctionnement aussi qui est totalement différent. Donc c'est vraiment adapté au HDR et ça permet de bien améliorer l'image. Et ça la rend plus dynamique, ça permet de conserver les contrastes, ça marche quand même vraiment très très bien. Là, contraste, on voit que ça a changé de nom, ça s'appelle contraste HDR. Alors contraste HDR, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le nivellement du tone mapping. Donc ça permet de positionner le clipping. Alors clipping, c'est quoi? C'est une position de l'image pour laquelle les blancs sont brûlés. Si on augmente par exemple ce paramètre donc, de contraste HDR, on risque d'avoir du clipping sur certains films, et quand on le baisse, à un moment donné, on reprend des détails dans les blancs. Alors c'est particulier parce que quand on fait une mesure, on se rend compte que ce paramètre-là joue vraiment sur le nivellement du transfert de luminance donc électronique donc dans le sein de l'image, et ça ne touche pas à l'intensité lumineuse de l'image. Donc ça veut dire que c'est vraiment du tone mapping. Donc quand on va là-dedans, on voit que donc dans le deuxième menu, le menu expert, on voit que l'espace de couleur par défaut a basculé sur l'espace de couleur BT2020, donc qui correspond aux films Blu-ray Ultra HD donc, qui sont en HDR, et cet espace de couleur, c'est l'espace de couleur qui est utilisé sur ces films-là, donc sur ces disques-là. Donc dans le menu info, hein, on a bien le format HDR10 qui apparaît, puisqu'on est en HDR. Donc si on sélectionne un autre mode dans le mode automatique, déjà donc HDR référence change la façon de gérer
le HDR dans le film. Mais par contre, le format HDR, lui, reste bien indiqué HDR10, puisqu'en fait, ce que le vidéoprojecteur reçoit, c'est du HDR10. C'est pas le HDR10 et HDR référence dans le vidéoprojecteur Sony, c'est vraiment un paramétrage de ce qu'on appelle le OTF, donc c'est la courbe qui correspond à la manière dont le vidéoprojecteur va gérer le HDR en termes de transfert de luminance. C'est la base qui va servir ensuite à niveler le tone mapping. Maintenant, on va mettre un film en 3D pour voir ce qui se passe, puisqu'il y a des petites choses qui changent aussi en 3D. Alors on va quand même vérifier 2-3 trucs avant de partir. Du mode HDR, le Motion Flow, on voit qu'on conserve tous les modes du Motion Flow. Donc là-dessus, il n'y a plus de restrictions, comme sur certains anciens vidéoprojecteurs Sony de la gamme 200. Et donc tout le reste est encore disponible. Allez, on va voir ce que la 3D nous réserve en termes de fonctionnalité. Donc là, on a lancé un film qui est en 3D, et on voit que l'appellation du preset a changé à nouveau. Donc elle s'appelle 3D, forcément. Et donc ça confirme bien qu'on a aujourd'hui 3 mémoires spécifiques et différentes par preset dans les vidéoprojecteurs Sony. Donc une pour le SDR, une pour le HDR et une pour la 3D. Alors qu'est-ce qui change? Bon, à part quelques sélections par défaut dans les paramètres, comme Color par exemple, on voit qu'il est passé à 60. Si on va sur le Motion Flow, on voit qu'il est sélectionné par défaut sur Off, et on n'a plus le True Cinéma. On n'a plus que les modes Smooth Flow et Smooth High, donc fluidification basse et haute. Bon, ça, c'est pas nouveau sur les vidéoprojecteurs Sony, ça fait quelques temps que certains modes sautent. Il y a des raisons techniques en fait qui expliquent ça. Et donc si on va de ce côté-là, donc sur le mode expert, on voit qu'il y a aussi quelques paramètres qui ont disparu, à l'instar du mode input lag. Quand il est enclenché, il y a des fonctionnalités qui disparaissent. Bon, ça c'est lié au mode de fonctionnement de la 3D dans le vidéoprojecteur. Et on a, puisque là on lit en fait un film qui est en 1080p, puisque la 3D c'est forcément 1080p, le paramètre 3D setting qui n'était pas disponible tout à l'heure parce qu'on était sur la base d'un programme en Ultra HD. Donc là en fait ce paramètre là vous l'avez même si le film n'est pas en 3D du moment que vous rentrez en 1080p. Et donc ça ce sont les réglages de la 3D. Donc il y a le mode automatique. Il y a un mode forcé. Quand on est en 1080p non 3D, on peut simuler la 3D de différentes manières. Et il y a un réglage ici qui permet de régler la profondeur de champ. Donc ça améliore en fait les effets de la 3D sur le film. Donc en 3D, le menu info nous indique bien ce qui se passe, donc la nature du signal d'entrée, le type de 3D, donc là c'est du frame packed, enfin frame packing, donc c'est la 3D traditionnelle qu'il y a sur les Blu-ray. Donc le menu info en fait nous dit bien ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Donc là on est sorti du mode 3D, parce qu'on a enlevé le film qui est en 3D. On est donc sur une page d'accueil du lecteur de Blu-ray qui est en 1080p et on voit qu'on a aussi ce paramètre 3D. Là sur le mode de fonctionnement traditionnel, normal. Quand on rentre dedans, on a différents réglages en fait qui sont disponibles. Donc on peut simuler la 3D, on peut appliquer du côte à côte, enfin du side by side et du over under, c'est top bottom en fait. Voilà, donc c'est quand même assez complet, donc pourquoi pas.
Et bien voilà, nous avons fini notre petit tour des différentes possibilités du vidéoprojecteur Sony VPL VW290ES. Donc on a passé en revue toutes les possibilités du menu. Enfin des menus, puisque suivant la façon dont on utilise le vidéoprojecteur, il y a des petites modifications, des petits changements, des particularités qui se passent dans les menus, donc au niveau de certains réglages. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est la facilité d'utilisation aujourd'hui, la possibilité d'avoir ces trois mémoires différentes, individuelles et indépendantes, suivant les contextes d'utilisation du vidéoprojecteur, donc différenciées entre le SDR, le HDR et la 3D, donc qui permettent d'avoir un usage plus simple. Donc à partir d'un seul preset, aujourd'hui on peut tout faire. Alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait paramétrer et calibrer les choses sur différents presets et suivant le type de vidéo qu'on regardait, donc il fallait rebasculer sur le preset qui correspondait. Alors comme on ne peut pas renommer les presets chez Sony, c'était un petit peu ennuyeux, alors qu'aujourd'hui, non, c'est pas compliqué du tout, puisqu'en définitive, un seul preset va suffire à tout faire. Alors, sauf peut-être pour le HDR, retenez que le HDR, encore aujourd'hui, même si on peut se contenter d'un seul profil HDR, si on dispose d'un lecteur qui améliore le HDR, on peut véritablement se dire qu'un seul profil suffira. Mais dans le cas d'un lecteur comme l'Oppo UDP 203 que j'utilise ici, il faut absolument faire 2 profils au minimum parce que ce lecteur ne fait aucune adaptation, aucune optimisation sur le HDR. Donc même si le projet aujourd'hui peut plus ou moins caler les choses d'une manière, on va dire, universelle, c'est bien, mais c'est pas parfait. Mais bon, les choses se sont améliorées, c'est vrai, sur cette nouvelle série 90 qui est là depuis à peu près 1 an et demi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous aura donné envie de découvrir ce vidéoprojecteur Sony VPL VW290ES, qui est l'entrée de gamme sur les vidéoprojecteurs Ultra HD chez Sony, donc qui est une version, on va dire, allégée du 590, donc il y a 2-3 petites choses qui ont été supprimées. On n'a pas le DFO au niveau du Reality Creation, il y a quelques modes Motion Flow qui ont disparu, il n'y a pas de gestion d'iris, donc il n'y a pas de mémoire de zoom non plus, mais pour une entrée de gamme, on va dire, compatible 4K, capable de faire du HDR, de la 3D et du gaming aussi, puisque depuis longtemps les vidéoprojecteurs Sony sont capables de faire du gaming. C'est un bon petit produit super intéressant. Donc vous pourrez retrouver notre test écrit sur nos pages HCFR avec davantage de détails, plus d'analyses, des mesures aussi, puisque c'est important de connaître les performances d'un vidéoprojecteur. Puis des screenshots, enfin pas mal de choses comme d'habitude. Donc je vous dis à bientôt, merci de nous avoir écoutés et regardés jusqu'au bout de cette vidéo. Burned me once or twice, I expect that